Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde journée du FIC, le Forum international de la cybersécurité, ici à Montréal, le FIC North America. Alors nous avons beaucoup parlé hier, tout au long de la journée, de coopération internationale. C'était le thème de la plénière et le ministre Éric Kerr l'a évoqué. Il y a cette nécessité absolue dans ce cyberespace, un monde sans frontières, de coopérer, de collaborer, de partager de l'information pour tisser ce qu'il a appelé cette toile de protection. La question qui se pose, c'est, nous l'avons tous compris, la réponse sera collective et l'union fera la force. C'est le thème que nous allons consacrer sur cette plénière. Mais comment y parvenir dans cet espace, ce cyberespace qui est devenu un véritable lieu de confrontation, de conflictualité, où on le voit, les alliances se font et se défont, les équilibres, les rapports de force se redessinent régulièrement. Alors évidemment, de nombreuses questions, parce qu'aux côtés des différents acteurs qui ont été cités tout au long de la journée, hier, bien sûr, les académiques, mais aussi les acteurs étatiques, les acteurs privés, on le voit aujourd'hui, les groupes malveillants rivalisent avec des outils de plus en plus sophistiqués, des méthodes évidemment presque sans foi ni loi pour atteindre leurs objectifs. Alors comment faire face, comment faire bloc face aux adversaires qui contribuent évidemment à cette instabilité du cyberespace? Comment contribuer à l'émergence d'un cyberespace de confiance, à une stabilité de ce monde numérique qui régit aujourd'hui nos sociétés, que cela soit dans l'espace privé, dans l'espace professionnel? Comment les acteurs vont-ils continuer à travailler ensemble, poursuivre sur une coopération renforcée? C'est ce que je vous propose d'évoquer ce matin avec nos 4 invités. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Sami Khoury, Stephen Kelly, Steve Waterhouse et Michel Vandenberg. Bien, messieurs, merci d'être avec nous ce matin pour cette seconde journée du FIC North America. Alors, on va évoquer avec vous un certain nombre de points que j'ai soulignés, mais si vous en êtes d'accord, je vous présente en quelques mots. Donc, à mes côtés, Michel Vandenberg, président du Cybercampus donc de France. Merci, Michel, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, à vos côtés, Steve Waterhouse, donc sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité, donc au sein du ministère de la cybersécurité et du numérique, gouvernement du Québec. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur le ministre. À vos côtés, nous avons monsieur Sami Khoury. Merci d'être également avec nous, directeur principal donc du Centre canadien pour la cybersécurité. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Stephen Kelly. Thank you, Stephen, to be with us this morning. Vous êtes donc conseiller cybersécurité de la Maison-Blanche, directeur senior au Conseil national de sécurité. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vous propose qu'on débute peut-être cette session ensemble. We're going to start with you, Stephen. Vous avez évidemment les traductions simultanées, si vous le souhaitez, bien sûr, pour vous également, pour suivre les échanges qui vont se dérouler à la fois en français et en anglais. Stephen, I was talking about the context previously in the introduction. Like, we see that despite of the differences that we have and different interest in politics, economic, commercial context, how do you think that we can together ensure the security and stability in cyberspace? Yes. The question didn't come through. My translation's lost. Stephen, as I'm asking you the question in English, you don't have... So let me start with the United States' vision for cyberspace. In 2011, the Obama administration articulated a vision of an internet or cyberspace that is open, interoperable, secure, and reliable. This vision provides opportunities for the population across the world for economic opportunity, for freedom of expression, for human rights.
and one that, on the other side, would not be balkanized. It would not be used as a weapon of surveillance. It would not be used to oppress people. It would not be used in a way that protects the economy of one nation over the other. And so that continues to be our vision across several presidential administrations. It's important that we work together to be able to advance this type of a vision, and in terms of how governments are behaving in cyberspace. Two different consensus reports of the United Nations group of governmental experts on peacetime norms of state behavior in cyberspace help to articulate, where are the boundaries for how governments should be acting in cyberspace? What are the normative behaviors? And things like we should not be attacking civilian critical infrastructure. We should not be collecting intellectual property, using intelligence services and militaries to be collecting intellectual property for the benefit of our domestic industry. Things like that. Those are foundational principles that right now are a bit under threat, frankly. And so as an international community and in partnership with the private sector, we have lots of opportunities to try to reinforce those norms and to protect the vision of cyberspace that the Obama administration articulated many years ago. Thank you, Stephen. Steve Waterhouse, j'aimerais avoir également votre regard sur cette stabilité du cyberespace. Comment est-ce que collectivement, au travers de cette coopération internationale, vous pouvez contribuer à cette stabilité du cyberespace? Est-ce que finalement, et c'est un peu le deuxième pan de la question, est-ce que ça n'est pas un vœu pieux? Est-ce que dans ce contexte où nous avons des intérêts très divergents entre les États, on peut réellement y parvenir? Au contraire, et bonjour à tous et à toutes. Merci encore là d'être en grand nombre. Comme vous le savez, vous avez entendu le ministère hier répondre et plutôt présenter que le ministère de la cybersécurité est une initiative quasi locale, mais on le voit que de plus en plus d'États dans le monde désirent adopter et de mettre de façon centrale le terme de la cybersécurité au cœur des opérations, au cœur des événements. Donc, de commencer à petite échelle, la province s'est dotée de cette capacité législative et technique pour mettre de l'avant cette cybersécurité au sein de l'appareil public. Et progressivement, nous allons la faire rayonner, tout comme l'équipe de SEMI fait au Centre de cybersécurité, envers la population, pour que tous et chacun adoptent des meilleurs comportements cybersécuritaires, appliquent une meilleure cyberhygiène et après coup, débuter cette façon de travailler. Les gens ont fait longtemps qu'ils ont travaillé déjà avec le commerce électronique, mais de le faire d'une façon sécuritaire à l'échelle de la planète. Donc, si on applique ces principes de cybersécurité localement, ils vont être en mesure, ces entrepreneurs-là, d'aller l'autre bout de la planète et faire des échanges qui leur permettront justement de faire fleurir leur industrie, fleurir leur business pour être capable à ce moment-là de rayonner encore là de façon magistrale. Parce que ce n'est pas juste une initiative encore là gouvernementale avec des énoncés très larges, qu'on va dire, mais c'est des lignes directrices qu'on peut donner à ce moment-là pour aider les gens à prendre la meilleure action. Le ministre, hier, l'a évoqué, la création de ce ministère est déjà en soi un message important que vous adressez, évidemment, d'un point de vue national, mais d'un point de vue international. Il l'a qualifié de vaisseau amiral. Au-delà du message qui est envoyé, quelle est la stratégie, quelle est la feuille de route de ce ministère ? Effectivement, à l'échelle internationale, je veux dire, il y a très peu de gouvernances qui ont établi ce même genre de concept. On a aux États-Unis le bureau, je veux dire en anglais, The Office of Cybersecurity Director, qui a été érigé en octobre 2021, qui aussi amène un message fort qu'il faut amener la cybersécurité en avant-plan. Et si ce message-là ne commence pas à être compris par l'entreprise privée, de laisser la cybersécurité en quatrième chapeau de sous-responsabilité au lieu de l'amener à la table des décideurs, tout comme le ministère est à la table des ministres, bien, c'est là que le message, je crois, il ne sera pas bien compris, il ne sera pas bien implanté pour faire en sorte que les opérations soient cybersécuritaires dans les entreprises. Donc, à plus grande portée et à plus grande haleine, c'est qu'est-ce qui nous permet à ce moment-là de dire que dans l'avenir, ben oui, on va avoir une implication beaucoup plus présente dans la collectivité et un peu comme
M. Kelly disait, non pas d'établir et d'imposer des méthodes et des façons de faire, mais de venir complémenter ce qu'il y a déjà de présent pour que tous et chacun, on puisse en bénéficier une fois pour toutes de la technologie et non toujours être à la remorque des événements. Sami Khoury, comment est-ce que vous contribuez à travers les responsabilités qui sont les vôtres et avec vos équipes justement à renforcer cette stabilité du cyberespace? Donc, bonjour tout le monde et merci pour la question. Je dirais qu'au Centre canadien de la cybersécurité, notre motto, c'est la sécurité par la collaboration, donc Security through Collaboration. Et on reconnaît en premier lieu que nous ne pouvons pas avoir du succès dans ce domaine tant qu'on n'a pas un bon espace de collaboration, donc collaboration avec nos collègues fédéraux, collaboration avec nos collègues provinciaux comme Steve, et aussi collaboration avec nos collègues internationaux comme mes collègues Steven et Michel et d'autres à travers le monde. Donc c'est un travail d'équipe, c'est le cliché qu'on emploie souvent quand on dit cybersecurity is a team sport. Et c'est important de reconnaître que la cybersécurité ne connaît pas de géographie, donc c'est un problème qui est assez vaste. Et c'est des forums comme celui-là, le FIC, d'ailleurs dans le nom, le Forum international de la cybersécurité. Hier, il y avait un forum à Washington sur le rançongiciel. Donc ça prend un travail d'équipe pour participer à ça. Mais pour ce qui est de plus de la stabilité dans le monde de la cybersécurité, comme les États-Unis, le Canada a indiqué au mois d'avril de cette année, donc ils ont signé l'entente sur les normes internationales de la cybersécurité. Donc on renforce les normes que Steven a décrites. Donc, et on ne va pas se cacher s'il y a des pays qui ne respectent pas ces normes, on va donc les nommer publiquement. Donc on a nommé la Russie pour certaines activités qui ont transigé ces normes qui sont bien acceptées contre l'Ukraine. On a nommé la Chine quand ils ont fait une sorte de campagne contre Microsoft Exchange. Donc c'est important de renforcer ces normes, renforcer ce comportement pour s'assurer qu'il y ait une sécurité dans le monde cyber de façon internationale. Alors Michel, on a envie de vous demander évidemment à vous le contexte. On parle de stabilité, on parle de déstabilité, d'instabilité. On parle là de nommer clairement lorsqu'il y a des attaques qui sont survenues. En France, on est un petit peu plus délicat, on va dire, dans cette approche-là. Quel est le contexte aujourd'hui dans lequel s'opère cette coopération au niveau européen? Alors l'Europe déjà, c'est un pays qui a une cybersécurité très fragmentée. Il faut savoir qu'il y a plus de 60 000 entreprises de cybersécurité en Europe, que, comme dans vos pays, effectivement, on a une croissance exponentielle des cyberattaques. On parle beaucoup de rançongiciel, mais on a aussi un continent en guerre. Donc on a aussi des attaques de type espionnage et de type sabotage qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui. Et puis en Europe, on a une culture aussi de pays très différents. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout cybersécurité à un Français comme on ne peut pas parler cybersécurité à un Suisse. Les mentalités sont différentes. Ceci étant posé, qu'est-ce qu'on fait en Europe? La première chose, c'est que notre président de la République, il y a quelques années, a créé ce qu'on appelle l'appel de Paris, qui était justement la volonté de créer justement une chaîne de confiance entre les États pour pouvoir dialoguer, collaborer. C'est 80 États aujourd'hui qui ont répondu à cet appel de Paris, dont le Canada et les États-Unis. Et il y a plus de 1200 signatures aujourd'hui pour l'appel de Paris. C'est 9 principes, 2 qui sont assez importants. Le premier, c'est comment on peut éviter la prolifération des rançongiciels, justement, comment on peut les arrêter, par exemple, au sein de ces frontières. Et puis un deuxième principe qui me tient à cœur aussi, c'est pas de hashback, c'est-à-dire les acteurs privés n'ont pas à répondre aux attaques étatiques. Et ça, en France et en Europe, on l'a vraiment, on fait une doctrine, puisqu'on sépare vraiment l'offensif du défensif. L'offensif, c'est réservé aux militaires, et nous, les autres acteurs, on travaille vraiment sur la partie défensive. Alors, comment on s'organise? Effectivement, on a 2 grandes entités en Europe. C'est d'un côté l'ENISA, qui travaille aujourd'hui sur les normes de cybersécurité, etc., etc. Et de l'autre côté, on a une branche d'Europol qui est là pour traquer, démasquer les cyberattaquants. On a des forces de gendarmerie en France qui sont très actives et qui ont permis justement d'arrêter des délinquants sur le continent en France et sur le continent européen. Voilà, c'est toute cette collaboration qui se met en place. Moi, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'esprit d'équipe, prendre beaucoup au niveau du sport. Puis les Français, on a vu quand même en individuel, on n'est pas très bon, mais en sport collectif, on est quand même plutôt bon au foot, plutôt bon au volley, plutôt bon au basket. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important de souligner.
Merci beaucoup Michel. Effectivement, sur les enjeux de coopération, on en a beaucoup parlé hier, et d'ailleurs des actions très concrètes, des enquêtes qui ont abouti, et on a pu voir l'ampleur de cette coopération qui fonctionne. Alors évidemment, on peut toujours améliorer les choses, et c'est d'ailleurs l'intérêt de ces espaces de dialogue internationaux qui nous permettent d'avancer. Mais effectivement, on a pu voir hier à travers des actions de coopération emblématiques comme EncroChat notamment, dont on a beaucoup parlé, où chacun des acteurs présents a pu exprimer le rôle qu'il a joué. Steve, j'ai envie de vous demander, peut-être par rapport à ce que disait Michel, sur les mécanismes, les outils que vous avez à votre disposition pour renforcer cette coopération internationale. Michel le disait, nous, en Europe, en tous les cas en France, sur le côté défensif, il y a une action plutôt concertée. Sur la partie offensive, c'est du domaine réservé du ministère des Armées. Est-ce qu'on est dans la même approche ici au Canada? Comment est-ce que ça se passe? Tout à fait. Toute opération offensive doit être menée parce que ça va être une opération politique avant tout, et donc c'est confié au penchant fédéral. Et il y a déjà un métier qui existe de cyberopérateur avec les Forces armées canadiennes, et qui sont à mon ancien. J'étais donc militaire pendant quand même plusieurs années, et qui fait en sorte que dans mes années, lorsqu'on a débuté, qui n'était même pas appelé la cybersécurité dans ces années-là, tendait d'aller démontrer qu'il y a un besoin de porter justement un militaire dans ce sens-là, et qu'il y a 4 ans aussi, il était question d'avoir une cyber-réserve, donc avec un citoyen soldat pouvant à ce moment-là œuvrer tant comme militaire comme réserviste, et pouvoir à ce moment-là donner prêter aussi sa compétence envers l'État. Mais on n'est pas là encore. Et aussi, c'est une initiative fédérale comme ressource qui, à ce moment-là, ne relève pas d'une compétence provinciale. Cependant, nous, qu'est-ce qu'on peut contribuer vraiment à ce niveau-là? Bien, c'est de continuer à faire le développement de l'alignement de la pensée, de la stratégie, comme vous avez été témoin du ministère hier, sur la cybersécurité quand même au quotidien. On fait des ententes de partnership avec des ententes de partenariat avec les universités. Je poursuis d'ailleurs mon enseignement avec l'Université de Sherbrooke, avec un microprogramme en maîtrise en cybersécurité, et qui permet à ce moment-là de garder les gens à jour. Les gens viennent se mettre à jour, viennent de prendre des nouvelles connaissances, mais en même temps, on le prépare pour que le travailleur de demain soit prêt à faire face à ce marché. Mais ça, ici, c'est une initiative personnelle que j'ai poursuivie. Par contre, j'ai des collègues professeurs qui enseignent très bien encore cette matière-là de base. Il y a des programmes structurés, donc au baccalauréat, à la maîtrise, et de plus en plus que ça tend aussi à aller vers le doctorat dans la matière, pour en ce moment-là préparer sur le côté académique les gens pour être capables d'avoir des bons dirigeants, des bons gestionnaires. Plus proche aussi à la portion technique, bien, il y a des écoles aussi, des cégeps, les collèges qui ont le nom ici dans notre réseau d'éducation, mais que là aussi, il y a à ce moment-là l'amélioration du curriculum, du cursus qui se développe et qui doit s'améliorer, ne pas cesser de rester dans une façon de faire que j'ai vu dans les dernières années, que malheureusement, c'est gelé dans le temps, mais il faut que ça soit de plus en plus dynamique et évolutif pour suivre les tendances. Fait que on parle de cyberattaques, par exemple, avec les rançongiciels, etc. Ce sont des techniques qui évoluent eux autres aussi à une vitesse fulgurante, au-delà de qu'est-ce que des fois on peut être capable de suivre, ces menaces et ces acteurs de menaces, mais il reste à la base, si les gens comprennent très bien les mécanismes et les outils avec lesquels ils doivent faire le travail sur une base régulière, ça sera facile de s'adapter pour être en mesure de faire face, encore une fois, à la prochaine génération de codes malicieux qui va survenir. Vous avez parlé effectivement de cette sensibilisation qui est absolument... cette sensibilisation qui est... Peut-être que nous sommes hackés en direct sur ce FIC. Nous parlions de sensibilisation qui est absolument essentielle. Il y a cette notion des talents dont on a aussi parlé hier parce qu'il y a une pénurie et là c'est encore un problème international. Tous les pays doivent y faire face. Comment est-ce que dans la stratégie de votre ministère, vous entendez adresser cette dimension pour recruter, former beaucoup plus de personnes avec évidemment un niveau de qualité très élevé pour adresser ces défis en matière de lutte contre la cybercriminalité? Toute première initiative que l'on a mis de l'avant, pas plus tard qu'en début d'année, donc au début de l'été, je devrais dire, c'est un programme de cohorte étudiante qu'on apporte à travailler avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense. Donc, on a mis en disposition des positions pour des étudiants qui peuvent venir faire un stage avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense durant l'été et après coup, avec un contrat d'engagement de 2 ans, puissent continuer à travailler à temps partiel, poursuivant leurs études évidemment, de travailler avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense. On leur offre des formations techniques et académiques pour être en mesure de bonifier ce qu'ils étudient à temps plein. Et après coup, au bout de la 2e année, eh bien, on espère beaucoup qu'ils demeurent à la fonction publique pour continuer après ça le travail qu'on a investi temps, effort et argent. Mais par contre,
on devient gagnant-gagnant parce que s'ils retournent dans la société civile, travailler pour la compagnie XYZ, bien, on aura à ce moment-là investi temps et effort et surtout expérience envers ces gens-là et qu'ils peuvent à ce moment-là contribuer à l'entreprise pour être en mesure donc de sécuriser davantage les opérations de cette économie. Donc c'est pour là que c'est un travail gagnant-gagnant et on espère de répéter l'expérience encore dans les prochaines années. On a eu une cohorte de 10 étudiants, 6 en ont gradué, si je peux utiliser le terme, mais qui poursuivent à ce moment-là la continuité à temps partiel et l'année prochaine, bien, on espère tout simplement de rendre ça à plus grande disponibilité qui va nous faciliter cette rétention et surtout ce recrutement de personnel alors que j'entendais beaucoup de collègues ici hier, tout le monde est pris avec ce phénomène. Stephen, we were talking about talents that we know that the power of tomorrow will be the talents one. How are you addressing this issue of talent? Yeah, the cyber workforce challenge is enormous. I think the U.S. has a lack of 700,000 people to fill needed jobs. The White House started a process recently to develop a workforce strategy, and the new National Cyber Director that Steve referred to, Chris Inglis, actually has led a study effort, brought stakeholders together, also opened up for comment across our country for ideas on this topic. Some of the initial thinking includes looking to areas of the population that would otherwise not have been involved in or have thought of themselves for cybersecurity careers and minority populations and such. And also recognizing that there's a lot that you can do outside of a four-year degree. We can get people into the workforce to start, learning how to code or learning how to do help desk work at much lower levels with vocational programs, apprenticeships, and that sort of thing, and then they can grow a career in cybersecurity, which for all of us on the stage we understand has a great future. Another couple of thoughts. We've had conversations around the U.S. military, for instance, both in terms of U.S. Cyber Command, but then also the National Guard units that are in the various states. These are pipelines for talent where people can enlist in the military, can get cyber training, can learn how to be on a cyber protection team doing network defense or even on-hand operator for computer network exploitation. And then eventually they're not going to be in the military anymore, and then they're available for the workforce. They're available for civilian agencies, or they're available to go work in the cybersecurity community. So that's a wonderful pipeline and makes training and this lifestyle available to many more people. And then I will offer one final interesting idea. I know that the FBI also started a process where they were looking to all incoming employees and giving them an aptitude test, even people that weren't hired in for a cyber role, to find where are there some folks out there that might take to this, and to identify that talent and then begin to draw them in to training programs and to move them into cyber roles. So there's lots of opportunities for how to attack this, and certainly many career and financial opportunities for those that take the initiative. Michel, former, attirer les talents, c'est aussi l'une des missions qui incombe au cybercampus. Comment vous allez l'adresser ? Justement, en fait, on a des formations d'excellente qualité en France. On a beaucoup d'écoles. Il y a même certaines écoles qui sont venues, qui ont fait le déplacement, comme l'EPITA. Et voilà, donc ça prouve aujourd'hui qu'on veut exporter notre savoir-faire. Le problème qu'on a, c'est le problème d'attractivité. Les formations ne sont pas remplies. Pourquoi ? Parce que malgré que dans cette salle, on est tous persuadés que le métier de cybersécurité, c'est un métier formidable, que c'est extrêmement important, que c'est un métier social, que c'est un métier qui est utile pour la société, nos jeunes ne le savent pas. Voilà. Et quand eux voient le progrès numérique, à chaque fois qu'il y a des nouveaux progrès, pour eux c'est cool. Nous on est un peu à contre-courant en disant bah, attention, on a toujours un peu les oiseaux de mauvais augure qui disent ça peut être dangereux, etc. etc. Donc il faut qu'on travaille sur cette attractivité, et c'est vraiment la mission qu'on s'est fixée au campus, de dire comment on peut attirer les jeunes. Donc on a déjà fait un constat, on a interrogé par exemple tous les jeunes qui suivent une formation numérique dans la région d'Île-de-France, et sur 12 000 jeunes qui suivent des formations numériques, il n'y en a que 3% qui ont envie de venir dans la cybersécurité. Et il y avait 4 femmes, peut-être, sur tous ceux qu'on a interrogés. Donc, il faut qu'on change les codes. Il faut expliquer que la cybersécurité, oui, on a besoin de hackers éthiques, très techniques, mais il y a plein d'autres métiers autour de la
géopolitique, autour de la communication, autour du marketing, autour du commerce, voilà, d'organiser des événements comme celui-là. Voilà. Donc je pense que c'est important de changer l'image dans les médias. Je ne sais pas dans vos télévisions aujourd'hui, mais nous, dès qu'on parle cybersécurité à la télé, on voit des geeks à capuche et des images de Matrix. Voilà, montrer que c'est aussi un peu positif. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut changer. C'est ça qu'on essaye de faire. En France, par exemple, il y avait une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait Le Bureau des légendes et qui a fait à ce que le taux d'attractivité pour la DGSE a été multiplié par 4. Donc on travaille pour créer aussi une série qui va s'appeler La Sibérie. Bon, en ce moment avec les Russes c'est moins sympa, mais en tous les cas d'essayer de faire quelque chose pour attirer les jeunes, attirer les femmes, parce que sinon on pourra mettre tous les systèmes automatisés de protection, si on n'a pas les people pour pouvoir le réaliser, ce seront les méchants qui vont gagner. Et l'union fait la force, et cette union, elle est évidemment basée sur l'humain. Et c'est ce que l'on évoque depuis hier, finalement un sujet qu'on perçoit très technique, très technologique, mais l'humain est bien au cœur des enjeux qui nous animent ici au FIC. Peut-être, Michel, on parlait des talents, il y a la question d'innovation, il y a la question d'excellence, et puis cette question de fédérer des écosystèmes. C'est ce qu'évoquait d'ailleurs l'ambassadeur et le ministre hier quand ils se sont exprimés. Fédérer les écosystèmes, c'est essentiel en faveur de cette coopération internationale. C'est exactement la mission qui m'a été confiée par le président de la République en créant ce campus cyber, c'était de rassembler l'ensemble de l'écosystème français. C'est un peu créer le village d'Astérix, voilà, pour essayer de fabriquer la potion magique, parce qu'effectivement, rassembler des concurrents ensemble sur un même lieu, rassembler des entreprises qui ne sont pas de même taille, rassembler les gens de la recherche avec les gens de l'enseignement, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, et c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est ensemble on est beaucoup plus fort. Et on arrive justement à avoir l'ensemble des sensibilités de ce qu'il faut faire pour le domaine de la cybersécurité. Donc au campus, on n'est pas un think tank, on est vraiment un centre opérationnel. C'est 26 000 mètres carrés, c'est 1800 experts qui y travaillent au quotidien, c'est plus de 120 sociétés qui ont décidé de venir y travailler pour justement sortir des livrables. Donc on a fait par rapport à un rapport sur que sera le monde numérique en 2030 et comment il faudra le protéger. Et la bonne nouvelle, c'est que le numéro de Google a voulu venir justement se confronter justement sur ce point de vue par rapport à la position que peuvent avoir les États-Unis. Voilà, ça montre que ça fonctionne. On a créé dès le début du conflit Russie-Ukraine une base de threat intelligence pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et ce qu'on a vu, c'était plutôt une bonne nouvelle, c'est que les Ukrainiens et les Russes s'attaquent entre eux, donc ça fait baisser un peu le niveau des attaques en Europe. On a créé, on est en train de mettre en place une plateforme d'intelligence artificielle, autour de la cybersécurité qui va être opérée sur le campus cyber. Voilà. Donc on voit que l'adhésion est là, mais quand même si les gens sont un peu concurrents, on revient au village d'Astérix, quand il faut lutter contre l'envahisseur, on serre les coudes et on espère un jour découvrir cette potion magique pour pouvoir lutter contre les cybercriminels. Et puis évidemment, quand vous l'aurez découverte, vous partagerez avec vos alliés dans la coopération, on n'en doute pas. Samy Khoury, j'aimerais qu'on évoque avec vous, on le disait avec Michel à l'instant, les partenariats, la coopération. Ce sont pour vous évidemment des piliers importants. Quelles sont selon vous les priorités? Parce qu'il nous faut prioriser, on ne peut pas aller sur tous les chemins et évidemment il y a beaucoup d'ambitions, beaucoup d'objectifs. Quelles sont les priorités selon vous pour construire ce futur qui soit plus cyber-résilient, si je puis utiliser cette expression? Donc, le mandat du Centre canadien de la cybersécurité a été étendu en 2018 pour avoir un mandat national. Donc, ce n'est plus juste le domaine du gouvernement fédéral. Donc, on s'occupe aussi, ou on se préoccupe ainsi des infrastructures critiques, de la petite et moyenne entreprise et du citoyen. Le but, c'est de défendre, dans notre cas, donc, défendre le Canada dans tous les domaines, dans toutes ces communautés. Mais je dirais une des priorités, c'est les infrastructures critiques. C'est indiqué aussi par le fait que le gouvernement a déposé un projet de loi plus tôt cette année pour élever un peu le standard cybersécurité dans les infrastructures critiques. On va commencer avec 4 domaines, ou du moins le projet de loi identifie 4 domaines, donc l'énergie, le transport, les finances et le secteur de télécommunications comme un premier cran de priorité. C'est sur quoi les Canadiens dépendent énormément. On travaille beaucoup avec le secteur de la santé aussi, mais c'est un travail d'équipe comme il a été mentionné et il faut travailler avec tout le monde. Donc, qui cogne à notre porte il va être bien reçu et on veut travailler avec tout le monde côté industriel, mais aussi côté gouvernemental, donc
dans les différentes provinces et au niveau international. Donc, ça ne s'arrête nulle part, mais c'est sûr qu'il faut prioriser quelque part et renforcer nos infrastructures critiques serait la priorité pour le moment. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de vous demander, Michel, sur ces enjeux de coopération, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les prochains rendez-vous pour le cybercampus dans cet élargissement de la coopération au niveau européen, international? Est-ce que nous avons tous suivi, évidemment, sur les réseaux, vos échanges, vos entretiens avec le ministre hier, ici même? Est-ce qu'il y a des coopérations qui vont se renforcer? Est-ce qu'un lieu totem va émerger ici au Canada? Effectivement, je pense qu'il y a une partie de mon équipe qui va aller jeudi à Gatineau, puisqu'il y a un projet à Gatineau de création d'un campus cyber, en tous les cas de s'inspirer un peu de ce qui a été fait. Voilà. Je pense que la coopération entre la France et le Canada, elle est facile, elle est implicite, on a la même culture, on parle la même langue, on a envie de collaborer et ça, on va le faire. Le ministre va venir justement visiter un peu le campus cyber pour voir comment on a réalisé cette notion un peu particulière qui est de créer un projet privé-public. Ça, c'était vraiment une volonté forte du président de la République, c'était géré par les acteurs privés, soutenu par l'État, et c'est ce qui a fait que ça a énormément bien fonctionné. Voilà, donc on veut partager. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des sortes de constellations de satellites, de campus comme ça qui se créent, de centres, pour qu'on puisse anticiper le plus vite possible. Si un pays, un continent voit une nouvelle typologie d'attaque, tout de suite de faire à ce qu'on puisse prévenir l'ensemble de la communauté pour qu'eux ne subissent pas cette nouvelle typologie d'attaque. Donc ça existe. En France, on a créé ce qu'on appelle les intercertes, vous savez, donc, qui sont hébergés au campus et qui permettent justement aux gens de pouvoir se renseigner. Ça fonctionne très bien dans le domaine bancaire, par exemple, quand il y a un niveau de typologie de fraude, et si c'est la BNP qui est touchée, tout de suite ils préviennent Société Générale, Crédit Agricole, etc., etc. Ça fonctionne bien. Ce qu'il faut, c'est le créer au niveau international et faire à ce qu'on puisse un peu faire une sorte d'OTAN aujourd'hui de la cybersécurité pour justement lutter contre ces ennemis parce que le cyberespace, c'est un espace de guerre aussi aujourd'hui et de conflit. Steve, peut-être un mot sur cette coopération pour la renforcer. On évoque ce lieu totem. Quelles sont les prochaines actions, les grands rendez-vous qui sont importants pour vous pour adresser cette coopération, la renforcer? On pourrait importer le cybercampus au Québec, ça serait une bonne chose, mais non, blague à part, de faire ces échanges-là culturels, comme mentionnait Michel, veut dire, c'est pour être capable à ce moment-là de comprendre les réalités de d'autres cultures, d'autres lieux, d'autres économies, et d'après ça, d'apprendre mutuellement de ces trucs-là. Autant qu'on le fait ici au Canada, je veux dire, d'aller apprendre dans d'autres provinces qu'est-ce qui se fait, et après ça, le ramener ici, tout autant qu'aller ailleurs à d'autres, comme en Europe, entre autres, et en France spécifiquement, c'est très bénéfique et c'est très motivateur. Parce que quand même, on a une bonne diaspora française ici présente au Québec, ce qui fait en sorte que ça fait aussi un bon bassin de recrutement pour des gens qui peuvent à ce moment-là non pas vouloir retourner en France, mais bien continuer à œuvrer, mais en même temps avoir cette compréhension-là des fois de le travail qui se fait de l'autre côté, dans l'autre pays versus ici, ça l'amène cette complémentarité. Donc, pour commencer, encore une fois, je me répète peut-être, mais de commencer local et de vraiment bien façonner cet élément local-là va nous permettre d'être forts après ça, puis d'en faire part et d'en faire des bons échanges à l'international pour qu'à ce moment-là, on continue cette collaboration-là à grande échelle parce que c'est impossible de faire ça seul. On parlait d'écosystème tout à l'heure. On fait ce genre de travail-là ici en local. Je prends juste un exemple. Quelques écosystèmes qui sont ici, c'est présent. On a CyberEco, on a INSECAM, on a Prompt Innovation qui travaillent justement à aller justement dans l'environnement de l'environnement financier, dans l'environnement entrepreneurial et qui nous aident à avoir ce levier de travail parce que tout seul, impossible, le gouvernement ne peut pas faire tout seul envers la cybersécurité. C'est un travail colossal et après coup, on n'a pas toute la perspective de cette réalité-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller chercher cette collaboration-là pour que tout le monde puisse en profiter. Fédérer effectivement les énergies et se réunir autour de la table. Et c'est Brian Abellera, je crois qu'il est avec nous, qui l'évoquait hier, où effectivement cette nécessité de réunir tous les acteurs autour de la table, ce qui est compliqué, mais où, step by step, on y parvient de plus en plus et où on voit que ça porte ses fruits. Stephen Kelly, maybe to ask you about the cooperation and how to go further. Are you going to visit us in France, to visit the Cyber Campus with Michel? I think you're welcome there. I would absolutely love that. I'd like to actually add 2 points about international and also public-private cooperation. And first, zooming out a little bit, Sammy mentioned earlier about how do we reinforce
these peacetime norms of state behavior in cyberspace. So how do we deter countries from misbehaving? And then I would like to provide an example of how we are working across countries very tangibly on a crime problem, ransomware, and with the private sector. So starting with that big picture, Albania is a really good example of this. Albania was hit, their civilian government networks were hit by a wiper malware attack. I remember my first day in my current role was July 18th, and I think it had happened Friday evening before. And we learned about this. We had an idea as to who might have been behind it. It turns out it was the Iranian government. And we started to think about putting that into the frame of international norms. And how big of a problem is this? How big of an attack was that? How offensive is it? And should we do something about it? And so the United States decided pretty quickly that the nature of the attack, how it affected the Albanian government and the citizens that needed the services that were being provided was pretty significant. And given that our operating theory was that it was the Iranian government behind it, we jumped into action. FBI deployed a team to help the Albanians. We were providing support back in Washington as well. And we started to run a process that we had developed over the last two administrations, a decision-making process. We have a cyber deterrence playbook to put that event into a context of, if this in fact is what we think it is, do we want to rally the world, and do we want to impose consequences on the offending nation? And so we ran that process, and actually it worked beautifully. And more quickly than ever before, 30 countries plus the EU and NATO came out with statements of support for Albania, some imposing consequences, some making attribution statements, and then the Albanian Prime Minister announced that it was the Iranians, closed their embassy, ejected their diplomats, and I think there was sanctions also were imposed against the Iranian government. So that was an example of how we identify what the problem is, what the counter-normative behavior is, and we rally the world, many countries, not just one voice, but many of us, to say that that's not okay. So moving on to ransomware, different problem, but in some ways it's similar, where we have just a scourge across the landscape. Hospitals are being affected, civilian critical infrastructure, businesses, and the crime problem has evolved to where it's not just locking up your files and charging you a Bitcoin, for instance. It's turned into a major public health and safety issue and national security issue. And so the White House has convened over the last 2 days a counter-ransomware initiative meeting in Washington. In fact, I came here directly from there, where 36 countries post the European Union joined in those in-person consultations at the White House. And this was the second edition of that meeting. And in this case, we brought together a number of private sector partners that were suggested by the countries that were attending to join the conversation about how do we team up to deal with this problem. And I was interested from the conversation yesterday to learn that many of the cybersecurity companies that were there actually see the ransomware threat and the ransomware problem as their number one issue, even beyond state actor espionage and those sorts of activities. I was really surprised by that. And it is a major problem we have to team up against. And there's a number of things we need to do. We need to do better in protecting ourselves and our critical infrastructure from the threat. We need to do a better job starving this business model by dealing with the illicit cryptocurrency issues. And then we need to team up in more creative ways to disrupt the threat, to be able to increase the operational tempo, to be able to disrupt the threat, not through a long-term investigation that takes 2 years, but to be constantly hitting at them in any possible way we can, using any tool that the government has access to, whether it's effects operations, whether it's seizures, whether it's arrests and extraditions, everything to keep pressure on the problem. And that takes a lot of coordination and cooperation. And it requires the private sector to be in the fight as well, because frankly, they've got the access, the visibility, the intelligence to fuel these efforts. And so we're going to be taking this and putting it into overdrive as we try to go after this problem jointly with Canada,
France, both countries that were there, and many others that were there alongside of us. Thank you so much. Alors, il y a un mot, et puis comme nous avons encore quelques minutes, je vous proposerai qu'on prenne peut-être quelques questions du public qui était avec nous ce matin. Peut-être, Steve, un mot complémentaire sur ce que l'on évoque et finalement ce que l'on ressent, c'est que nous possédons presque, si je puis me permettre, tous les ingrédients pour aller plus loin, pour que ça fonctionne, pour être en capacité de répondre. On a des entreprises qui sont de grands talents, nous avons des compétences très fortes, une excellence dans les différents pays que vous représentez aujourd'hui. Finalement, est-ce que pour faire face à cette cybercriminalité, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur un certain nombre de choses, se permettre d'utiliser un certain nombre d'outils et donc quelque part un courage politique qui est nécessaire pour adresser cette cybermenace, ces cybercriminels qui, eux, ne redoutent devant rien? Effectivement, la première étape qu'on a fait, c'est vraiment d'avoir fait le ministère de la cybersécurité. Et après coup, qu'est-ce qui doit s'en suivre aussi, c'est la représentation envers les organisations, envers les compagnies, pour que eux aussi, les conseils d'administration, les présidences, puissent se doter des mêmes avenants politiques, pour pas dire donc de décisions, et de dire nous aussi on embarque. Et ça ne devient pas juste, encore une fois, comme dit Steven, ce n'est pas juste un problème économique, c'est un problème vraiment rendu social. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et parce que toutes les municipalités aussi sont concernées. Hier, vous aviez un rapport sur la Commission des municipalités du Québec qui faisait état justement des technologies opérationnelles auxquelles on réfère, qui sont de plus en plus vulnérables. Et donc, ça devient à ce moment-là un autre aspect de notre société qu'il faut prendre en charge et ne pas laisser au hasard la conséquence de ce qui pourrait arriver. Alors, c'est donc un travail en commun qu'il faut placer. Et encore une fois, ça devient encore dans ma cour un peu comme sous-ministériel à la cybersécurité, d'être en mesure de bien entourer, encadrer et de supporter ces initiatives pour être capable de venir à fond en collaboration avec l'échelon national chez SAMI pour être en mesure de travailler et que tout le monde arrive en même temps. Parce que si on continue, et ça, j'ai toujours dit ça dans mes années alors que j'étais pas au gouvernement, mais que la sécurité par l'obscurité, c'est terminé. C'est un vieux concept de la guerre froide. Alors, il faut errer, il faut laisser savoir qu'on va avoir des cyberattaques, on va être pris au piège. Les gens s'y attendent. Et si il y a des organisations, malheureusement, qui persistent à cacher ces événements-là, les gens ne sont pas dupes, ils le savent, et puisqu'on peut à ce moment-là le mettre en commun, bien, tout le monde va mettre l'épaule à la roue et contribuer à la résolution du problème au lieu de continuer à le cacher et qu'il s'amplifie. Michel, évidemment, je vois bien que vous êtes, il y a consensus avec ce que dit Steve. En Europe, on l'a vu, il y a eu un sursaut quand même. Les États ont pris conscience, on voit qu'il y a énormément de choses qui bougent. Est-ce qu'il faut aller, selon vous, un peu plus loin, réagir plus vite face à cette menace qui est exponentielle, 6 000 milliards de dollars de coûts de la cybercriminalité en 2021, je crois que ça doit nous interpeller. Oui, effectivement. Donc voilà, il faut qu'on bouge. Je pense qu'on parle d'outils pour pouvoir justement aider les entreprises à se protéger. Je pense qu'on parlait de guerre froide. La dissuasion, ça fonctionne bien. Alors je parle de dissuasion civile, donc c'est au mieux, on essaiera de protéger les entreprises. Au moins, les pirates viendront. On voit quand c'est trop compliqué, ils passent à la cible d'à côté, et des cibles, il y en a tellement de toute façon que pour eux c'est extrêmement simple. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette partie collaboration pour pouvoir faire, parce que on dit les pays parlent entre eux, etc. Mais les pirates, ils se mettent dans des zones de non-droit. Donc je pense que ce que disait tout à l'heure notre ami de la Maison Blanche, c'est justement il faut qu'on prenne des sanctions très fortes pour se dire qu'ils n'ont pas envie de recommencer, de revenir. Après, ce qui a été dit aussi, et qui est très vrai en Europe, c'est que seulement 7% des incidents de cybersécurité sont déclarés. Voilà. Et pour mettre en œuvre toute cette collaboration, faire intervenir les services aujourd'hui qui sont capables d'aller faire les investigations pour arrêter ces cybercriminels, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Donc voilà, en France par exemple, on a dit on va aller peut-être jusqu'à indemniser le paiement de la rançon. Alors ça a créé énormément d'émotions en disant mais il ne faut jamais payer, etc., etc. Mettez-vous quand même à la place d'un chef d'entreprise qui un matin se retrouve avec toutes ces données qui sont cryptoloquées et qui ne peut plus travailler. Voilà, moi j'ai eu le cas où ils nous ont appelé quand j'étais chez Orange, en me disant mais on ne peut plus rien faire. Mais je dis mais allez, prenez vos sauvegardes, vous aurez perdu un petit peu de données. Il me dit non, mes sauvegardes sont cryptoloquées. Bon, voilà, là on l'a aidé à négocier, il a payé. Après, je peux vous assurer qu'il met en place des outils de cybersécurité pour pouvoir se protéger. Mais voilà, donc c'est mettre en place des processus pour justement faire à ce qu'on soit dissuasif et surtout à ce que les gens aillent jusqu'à la plainte pour que les plaintes soient déposées et qu'on puisse faire agir justement tous ces outils qu'on a pour pouvoir justement aller les attraper et puis les mettre en tôle, quoi. Donc effectivement, la sanction, bien sûr, Samy, je vous en prie. Je voulais juste ajouter quelques points. Donc,
La cybercriminalité, c'est un problème très important pour le Canada. La semaine passée, donc vendredi dernier, nous avons publié la dernière évaluation des cybermenaces nationales. Donc, j'ai une copie avec moi ici, mais elle est aussi disponible sur notre site web cyber.gc.ca. Donc, c'est l'évaluation du centre qui estime que pour les prochaines années, autant qu'en 2018 et en 2020, la cybercriminalité, c'est le problème numéro 1 auquel les Canadiens et les entreprises canadiennes vont faire face. Il faut prendre compte de ça. L'année passée aussi, au mois de décembre, il y a 4 ministres fédéraux qui ont signé une lettre ouverte aux entreprises leur demandant de prendre au sérieux le problème des rançongiciels. Parce que ça fait un impact sur notre société, un impact sur notre prospérité économique. Donc, c'est important de prendre ça au sérieux. Puis aussi, il y a toutes sortes de bulletins, toutes sortes d'alertes qu'on publie pour aider la communauté à faire face à ce problème. Mais il reste que c'est un travail d'équipe et auquel on va faire face ensemble. Et le partage d'informations entre vous, entre pairs, entre experts, mais aussi vis-à-vis de la société civile. Et ça, c'est aussi important de pouvoir leur pousser de l'information pour que cette sensibilisation essaime dans l'ensemble de la société, qu'elle soit évidemment canadienne, française, américaine, internationale. Je vous propose qu'on prenne peut-être 1 ou 2 questions du public. Alors, je vais vous demander simplement de lever la main. On va vous donner un micro. J'aurais juste besoin qu'on me réduise un peu l'éclairage pour que je puisse voir le public, s'il vous plaît. I'd like to begin with thanking Mr. Kelly because the United States is a great example and are at the forefront of the battle against cybercrime. I'm a cyber threat intelligence expert, and working in this field in Canada is a very lonely battle. Why? Because in the municipalities and even at the higher levels of law enforcement, unfortunately, cyber cases are like hot potatoes. So nobody really wants to dig into them. I specialize in Russian dark web allegiances and critical infrastructure, which is telecommunications. And it's very difficult. And of course, I'm glad to see that all your analysis show that cybercrime should be a priority here in Canada. I'd like to know specifically, what are you going to do budget-wise? We could talk all day long, but if big changes are not being done, and we need budgets because, law enforcement at every level is not well sustained budget-wise to fight organized cybercrime. Would you like to answer, please, sirs? Is this a question for the Canadian? For the Canada. For Canada. I can't answer that one. But if you want to answer, you can, of course. Thanks for the question. I mean, it's an important problem, and at least from a federal government perspective, we're investing a lot of money into combating cybercrime, combating cybersecurity, nation state, and so on. And just this year, the government funded CSC to almost the tune of $1 billion to increase our capacity to handle that problem. Talent becomes a big issue, and that's a challenge that we're all facing here, is how do we find the people to join our team. But it's also, as it was mentioned in the introduction, this is a team effort, and as much as we would like to invest in cybersecurity at the Cyber Center, it takes everybody in this room to invest also. So we're not going to get out of it by not investing, so they require an investment. We'll do our part, and some of the parts we talk about, and some of the things we do we don't talk about, but it does have an effect, and it is imposing a cost on cyber criminals, and it is imposing a cost on nation states also by calling them out, as Stephen and I mentioned earlier, through these international cyber norms. So there is a community out there seized with the problem. I don't know that we can assign a dollar figure to it, but in a sense, governments are seized with the importance of investing in that domain.
Thank you, Sami. Any more questions? Bonjour, Hervé Takbar, consultant cybersécurité externe au ministère de la Famille et dans une société privée de la place. Ma question, c'est de savoir, quand on parle de cyberdéfense, quand on parle de défense de territoire, on parle de l'OTAN où tous les pays sont unis, mais au niveau de la cyberdéfense, on n'entend pas parler d'union au sein même de l'OTAN, ou peut-être une cyberplateforme où toutes les forces de cybercriminalité sont réunies et travaillent en synergie. C'est qu'il doit y avoir une collaboration, mais qu'est-ce qui peut être le blocage à ce niveau? Ou est-ce qu'il y a un projet en cours? Je pose la question aux 4. Michel, c'est pour vous. Non, mais c'était un peu la question, la suggestion que je faisais tout à l'heure. Je pense que on s'aperçoit, enfin, la dissuasion, c'est extrêmement important. Voilà. Et on a beaucoup parlé de rançon logiciel, donc d'attaques cyber liées à pouvoir faire de l'argent. Je l'ai exprimé en début de mon propos. Il y a aussi des attaques liées à l'espionnage, liées au sabotage, etc., etc. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaye de faire face. Donc cette collaboration, elle existe. Pour l'instant, elle est un peu implicite. Elle se fait sans avoir forcément de cadre complètement réel. Mais elle existe. Moi, je suis un ancien des télécoms. Quand il y a NotPetya qui est arrivé en Europe, c'est Telefonica qui se l'est pris directement, qui s'est fait attaquer. Ils ont eu l'intelligence de prévenir tous les autres acteurs télécoms européens pour qu'on puisse fermer nos réseaux. On a fermé nos réseaux, le temps d'analyser le code, de mettre à jour nos dispositifs de cybersécurité pour faire à ce qu'ils ne rentrent pas sur nos codes. Donc cette coopération, elle existe, elle est informelle aujourd'hui. Voilà, c'est à nous, gouvernement, de travailler. Mais je reviens sur l'appel de Paris, ça va dans ce sens-là, c'est de créer une chaîne de confiance, voilà. Parce qu'effectivement, on est tous copains, mais on s'espionne tous les uns les autres aussi. Donc il faut remettre un peu le contexte aussi de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Mais voilà, ce que je peux exprimer, c'est qu'il faudra le cadrer. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. L'Union européenne, en 2021, a annoncé sa stratégie de cybersécurité. C'est la première fois qu'elle le faisait, ça n'existait pas avant. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est un risque qui est pris en compte et que ça va plutôt dans le bon sens. Alors, nous avons une autre question juste ici. Oui, merci à tous pour ce panel. Merci Michel d'avoir cité la présence d'une école dans ce forum et au campus cyber. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une école, l'EPITA. La mauvaise, c'est qu'il n'y a qu'une école. Et quand j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure sur la nécessité de former dans des marchés en tension, je voulais savoir comment est-ce que vous voyez la question très difficile qui est la suivante. C'est qu'on a beau mettre en commun tous nos efforts, il va falloir du temps pour former des étudiantes et des étudiants, que ce soit des formations courtes, professionnalisantes comme le bachelor qu'on a déployé au campus cyber, mais qui va mettre 3 ans avant de délivrer ses premiers diplômés sur le marché, que ce soit les formations plus longues qui sont les formations d'ingénieurs. Tout ce qu'on va engager aujourd'hui portera des fruits additionnels dans 5 ans. Je voulais savoir comment vous abordiez cette question et comment est-ce qu'on peut collectivement préparer dès maintenant les générations plus jeunes à avoir envie de s'engager dans cette lutte qui nous concerne tous. Merci. Je vais prendre cette question parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec votre approche pour dire qu'il y a une seule éducation, une seule école. Premièrement, c'est une éducation personnelle que les gens doivent se faire à l'égard de la technologie. Avec la question tout à l'heure qui a été posée, s'il y a du cybercrime, c'est parce qu'il y a des victimes. S'il y a des victimes, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent pour acquis, qui connaissent la technologie, mais n'appliquent pas les meilleurs moyens de s'en protéger, dilapident l'information personnelle aux 80 et ne mettent pas à jour leurs appareils. Donc, c'est une initiative personnelle avant tout qui va faire cette prévention criminelle, alors que lorsqu'on dit qu'on doit avoir des gens qui doivent s'éduquer sur le sujet, ça commence encore une fois à la maison. Donc, les parents doivent s'éduquer sur qu'est-ce qu'ils mettent en contribution à leurs enfants, quel appareil ils ont et vers quoi ils ont accès. Parce qu'un parent qui laisse accéder son enfant à YouTube, TikTok ou toutes les autres plateformes de médias sociaux sans aucun filtre, bien, l'enfant est exposé et contribue justement à donner davantage d'informations, mais aussi fait en sorte que cet enfant-là va juste être simplement un consommateur de la technologie et ne sera pas tributaire après coup de sa sécurité, de son entretien. Comme n'importe quel outil qu'on se sert sur une base régulière, on doit quand même l'entretenir pour qu'elle soit performante. Au même titre que n'importe quel, que ce soit portable, tablette, ordinateur. Maintenant, on va avoir les véhicules automobiles et toutes les autres technologies qui rentrent dans nos maisons pour la domotique. Bien, si les gens ne prennent pas le temps, évidemment,
on demande aux gens de prendre le temps d'en prendre connaissance et de l'entretenir. C'est une tâche fastidieuse pour la majorité des gens parce que c'est quand même une science occulte pour la majorité. Et par le temps que les gens comprennent cette technologie-là, il y en a une deuxième version et une troisième et une quatrième génération qui fait son apparition, que tout est à recommencer. Donc, là, je reviens avec votre question sur l'institution. Dans mon avenir approché, en frottant ma boule de cristal de temps en temps, je vois que je vais l'apporter vers l'éducation primaire, l'éducation au secondaire, pour après ça l'amener vers le collège et l'université. Parce qu'au niveau adulte, c'est plus facile d'en faire les distinctions, mais si on peut amener ça en termes de connaissances et de jeux, oui, pour l'amener, parce que dans les écoles primaires, donc à très jeune âge, les jeunes se servent de cette technologie par les professeurs pour enseigner et apprendre des trucs plus facilement. Il est vrai qu'à ce moment-là, ils sont exposés plus rapidement à l'Internet, mais c'est là que je reviens avec ma notion. Il faut aussi supporter le parent de façon communautaire, parce que le parent, dans son quotidien, qui a terminé pourtant ses études, a besoin aussi de cette éducation-là. Il ne pourra pas à ce moment-là s'inscrire à un cours du soir universitaire ou peu importe lequel. Il faudra à ce moment-là, soit par l'environnement de travail ou encore là, de façon concomitante avec ses activités qu'il a sociales, qu'il puisse y avoir accès à ce genre d'éducation-là. Et donc ça demande l'intégration aussi, ou plutôt, je devrais dire, le soutien de l'entreprise privée, parce que je me souviens quand j'ai acheté mon premier ordinateur en 1984, pas le premier, mais le Macintosh, quand il est apparu sur le marché, il venait avec 2 disquettes et 2 cassettes audio pour apprendre en 90 minutes comment fonctionne le système d'opération à ce moment-là, qui était appelé Finder, pour que les gens puissent s'en servir par la suite. J'ai jamais revu après aucun fabricant mettre à disponibilité une formation formelle pour se servir de l'ordinateur, si ce n'est pas de logiciel. Tout le monde est attendu dans la salle ici qu'on doit comprendre comment fonctionne Microsoft Office, peu importe la version, mais qui a suivi une formation formelle pour se servir de Word? On se sert que de 5 ou 10 % de sa capacité, alors qu'on devrait avoir une formation en ce sens. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à comprendre les outils et après ça, oui, former le professionnel de demain qui va à ce moment-là passer davantage cette éducation-là. Michel, vous vouliez compléter? Oui, je pense aussi qu'il faut, absolument d'accord avec vous, il faut prendre ça le plus tôt possible. Voilà, et aller former. Nous, en campus, on forme des profs. On a formé plus de 500 professeurs parce que, justement, comment voulez-vous qu'ils demandent, qui conseillent aux enfants d'aller s'ils connaissent pas notre métier? Et puis, il faut former le grand public. Pour le grand public, nous, on est des experts. Mais le grand public, pour eux, l'IT, c'est immatériel. Ils se rendent pas compte que, pour eux, les données, quand on dit elles sont dans le cloud, ils sont persuadés que c'est dans le cloud, quoi. Et ça, c'est extrêmement important de leur dire, même s'il y a des progrès énormes, une donnée, elle sera toujours stockée sur un serveur, et une donnée, ça a de la valeur, c'est cette valeur-là qu'essayent de récupérer les pirates, quoi. Donc, il faut former au plus jeune âge. Nous, en France, par exemple, on est, nous, parents, obligés à un moment de prendre le vélo de nos enfants, d'aller sur la place du village, et pour que les gendarmes leur fassent passer un permis, pour leur dire, voilà, ils peuvent aller sur la route, parce que la route, c'est dangereux. On commence à travailler avec eux justement pour faire la même chose pour le monde numérique, parce qu'on s'est rendu compte que le numérique, il est dangereux et qu'il faut aussi un passeport numérique à nos enfants pour qu'ils puissent apprendre à naviguer en confiance justement dans ce monde d'Internet. Samy, je vous en prie. Juste brièvement quelques mots. Donc c'est vrai qu'il y a une pénurie de talent et si on suppose qu'on commence de zéro, ça va prendre 3 ans, 5 ans pour développer le talent nécessaire, mais on ne commence pas de zéro. On a une population qu'on doit sensibiliser à la cybersécurité. Donc, je supporte tout ce que mon collègue Steve vient de dire. Le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, mais je dirais chaque jour devrait être la journée de sensibilisation à la cybersécurité. On devrait faire partie ça devrait faire partie de notre vocabulaire quotidien. Quand on en parle en famille autour de la table de dîner, quand on parle avec nos collègues au bureau, quand on parle partout pour sensibiliser les gens à prendre la cybersécurité plus sérieusement. Et c'est là qui démontre, à mon avis, qu'on ne départ pas de zéro, puis qu'on profite, dans le cas du Canada, de 38 millions de citoyens pour élever la barre de cybersécurité. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Oui. Alors, excusez-moi, je ne vois pas tout le monde. Bonjour, ma question c'est pour Steve. La formation académique c'est quelque chose de bien, mais on n'a pas parlé de les géants de l'industrie. Je parle de Microsoft, Amazon. Est-ce qu'il y a des programmes fédéraux ou bien avec le ministère, ou bien des partnerships avec ces géants de l'industrie pour proposer des programmes pour les étudiants? Moi je suis un ancien étudiant à l'université de Sherbrooke. La formation académique elle est bien, mais ce qu'on apprend avec ces géants, en 3 jours on peut, c'est-à-dire on ne l'apprend pas en une année d'études. Donc
c'est bien, mais est-ce qu'il y a des programmes que vous proposez ou bien des partnerships que vous allez avoir avec ces géants pour proposer des formations pour les étudiants? Ça va beaucoup aider. Merci. Marie, je n'ai pas trop bien compris la question. Je sais que ça tend vers l'industrie, mais quelle est la question? J'ai mal compris. Est-ce que vous avez des partnerships avec les géants de l'industrie comme Microsoft, comme Amazon, comme IBM pour venir donner des programmes pour les étudiants? Vous avez parlé des stagiaires. Est-ce que vous intégrez ces géants de l'industrie pour donner des formations à ces étudiants ou pas? Donc, si j'ai bien compris, présentement, le gouvernement n'a pas de partnership avec l'industrie proprement dite. L'idée là-dedans, c'est de mettre les lignes directrices sociales pour être en mesure, donc, de collectivement, qu'on puisse s'entendre sur un même tissu de travail et qu'après ça, l'industrie elle-même va pouvoir tendre dans cette direction-là. Cependant, le bémol que je dois apporter, c'est les technologies opérationnelles qui, elles, ont une influence directe sur la collectivité. Et de cette façon-là, avec le partenaire fédéral, dont, entre autres, l'application de C26, et qui adresse 4 créneaux des 10, des infrastructures essentielles, mais les 6 autres, il faut qu'on s'en occupe aussi, là, qui sont l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Et qu'on va le faire, ce travail-là, en amont, pour être en mesure d'apporter, justement, ce qu'on désire en termes de collectivité, retrouver comme stabilité électronique. Si c'est ça votre question, c'est la réponse que j'aurais à vous confier. Cependant, il n'est pas impossible que dans un avenir rapproché, qu'il y ait donc des ententes de travail avec des grandes industries. Je veux dire, il faut être prêt à être aidé. Être prêt à aller aider ces entreprises-là. Quand il est arrivé, puis je donne 2 exemples rapides, lorsqu'il est arrivé l'incident au mois de février dernier par le groupe de cybercriminels Conti qui a attaqué l'aluminerie Alouette à Sept-Îles, j'ai pris l'initiative d'appeler le CISO là-bas et même j'en avais appelé Samy à Ottawa pour dire « Es-tu au courant? » Et une semaine après le début de l'incident, ils ont appelé l'échelon national. Ils ne savaient pas qui appeler. Donc, cet élément-là qu'il faut éduquer l'entreprise privée pour les ressources qui sont disponibles. Et j'ai fait le même travail quand il est arrivé aussi Bombardier, BRP à Valcourt, où ils auront aussi été victimes d'une attaque par rançongiciel, subtiliser beaucoup d'informations à propriété sensible. Je veux dire, on ne le cachera pas, c'est le développement du prochain skidoo électrique, la motoneige électrique, et que là, présentement, on se rend compte, malheureusement, la conséquence, ce sera un compétiteur qui va le mettre sur le marché, et non pas notre compagnie ici locale. Et c'est de cette façon-là, encore une fois, j'ai invité le CISO de l'organisation qu'on puisse parler ensemble pour ouvrir justement ce dialogue et non pas garder chez les entreprises la perception qu'ils sont seuls dans la bataille. Et ça, c'est qu'est-ce que je m'engage à faire avec l'industrie, peu importe le niveau, pour être en mesure de travailler ce problème de fond, puis d'amener les ressources fédérales, provinciales à leur disponibilité, à leur connaissance, premièrement, pour qu'ils sachent qu'il y a une disponibilité de service. Nous avons une dernière question, messieurs. Oui, en fait, bonjour. Par rapport au rançon logiciel, vous avez parlé des attaques qu'il y a eu dans certaines municipalités au Québec. Vous ne pensez pas que la loi canadienne, surtout sur la pénalité qu'on donne aux cyberfraudeurs, aux cyberattaqueurs, elle n'est pas très dure par rapport à eux? Selon moi, parce que la dernière fois qu'on a vu un reportage par rapport aux gars de Gatineau, qui avaient déjà eu de la fraude dans le passé, qui avaient commis de la fraude, qui recommençaient à nouveau. Pensez-vous que la loi canadienne doit être dure, et même plus dure que ça par rapport à ces fraudeurs-là? Samy, je vais essayer de répondre à la question, mais je dirais qu'il y a certains efforts au niveau fédéral pour mettre à jour les lois, mais le domaine du centre n'est pas un domaine criminel ou un domaine de law enforcement, donc il me serait un peu difficile de commenter là-dessus. Je dirais que c'est la GRC qui a plus le mandat d'investiguer la cybercriminalité et de prendre des mesures avec les collègues internationaux quand ça dépasse la géographie canadienne. Mais notre responsabilité au centre, c'est vraiment d'élever la barre, de se protéger le plus possible. Mais on sait que des incidents vont arriver, mais je ne peux pas trop commenter sur l'aspect criminel. J'aimerais compléter, Samy, la partie importante de votre question, c'est de rapporter les incidents. Plus vous les rapportez, plus les autorités à l'échelon provincial ou national sauront l'importance de la menace, l'importance de la situation. Le Centre antifraude du Canada est une initiative nationale qui, à ce moment-là, vont prendre vos dépositions sur qu'est-ce qui se passe avec, peu importe le rançongiciel ou le bébite qui vous attaque. Mais après ça, si c'est de plus grande importance, bien, le Centre de cybersécurité du Canada, présentement, direct, je crois, Samy, sur la page principale, le bouton vert
pour faire la dénonciation d'une attaque en bonne et due forme, et ils vont vous aider à aiguiller si c'est de bonne importance ou de moindre importance. Donc, de cette perspective-là, si vous en transmettez l'incident, ben oui, les autorités vont être en mesure d'avoir, la bonne lecture de la situation, 2, faire en sorte que les budgets appropriés vont être dévolués par statistique vers les corps de police ou les agences fédérales, même provinciales éventuellement, pour être en mesure d'attaquer le problème. Sans quoi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tout le monde garde le silence, on ne saura jamais l'étendue du problème, et c'est là que ça peut nous faire, à ce moment-là, plus de mal que de bien. Stephen, please. So directly to the point of the question, I know that the criminal laws in various countries are different and the penalties are different. In the United States, we do have the ability to impose a pretty stiff sentence. I know that an individual, a ransomware actor, was extradited to the United States recently and was sentenced to 20 years in prison. And under the federal system, they'll serve 85% of that. There's a proposal in Congress, sponsored by Senator Sheldon Whitehouse, for a provision to create a new enhanced penalty for computer intrusions affecting critical infrastructure and things like that under the Computer Fraud and Abuse Act. And that would, if passed, would give the ability to have enhanced penalties, even more than 5 or 10 or 20 years, depending upon what happens. So if a hospital is taken out, that would be one of those enhanced penalty types of situations. It's an interesting proposal, and certainly something we're looking very closely at. But in order to deter cybercrime, we do need the ability to put hands on the responsible actors, get them into a jurisdiction where they can be prosecuted and put in jail. And then for those that we can't get, to the extent that they know that they're wanted for a crime, they really have limited ability to move around. Maybe they want a vacation in the south of France. Well, good luck with that, because we have extradition treaties and relationships with law enforcement all over the world. You'll be enjoying your spring break somewhere in Russia, which isn't as pleasurable. But these are very important things, and each country should look to make sure that they've got the right laws on the books and the ability to impose reasonable consequences for the types of activities that are happening. Michel, vous vouliez ajouter un mot avant de conclure cette table ronde, cette plénière? Bah oui, le thème c'était la coopération, et la coopération c'est bien d'en reparler, mais c'est bien de le faire aussi. Voilà, donc je voulais remercier les autorités canadiennes qui ont été vraiment accueillantes, très très ouvertes à ce dialogue, etc., etc. Puis finir par remercier quand même le FIC et Vincent Rio d'avoir organisé cette première édition, parce que voilà, beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire, eux ils l'ont fait, puis quand on voit le monde dans la salle, c'est une belle réussite. Donc je voulais aussi les saluer et les remercier. Et donc agir. Voilà, agir collectivement pour que l'Union fasse définitivement la force face à cette cybercriminalité, pour un cyberespace de confiance où nous pourrons effectivement évoluer, et que cet espace puisse aussi tenir toutes ses promesses, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités derrière tout cela, et donc c'est évidemment une nécessité pour l'ensemble des citoyens du monde que nous sommes. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Stephen, merci beaucoup, thank you very much. C'était un plaisir de vous accompagner sur cette matinée. Bien sûr, les débats continuent tout au long de la journée. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée.